Attention. Donc, ça peut vous donner un peu un panorama des forêts et ce que ça donne du point de vue bilan carbone, du point de vue analyse des sols. Maintenant, on va se refocaliser un peu sur le projet éco, comment il tourne, ce qu'il est censé faire et quel est le contexte derrière, quels sont les enjeux derrière. Donc, pour résumer, la recette de cuisine éco, au final, elle est assez simple. Que Bernard a exprimé, pour faire des biocarburants, en gros, on a besoin de carbone et on a besoin d'hydrogène. L'hydrogène, ils pompent de l'eau dans le gaz de veau, ils la font passer dans un électrolyseur, qui serait le plus gros électrolyseur du monde, 400 MW, on est 2 fois plus gros que le plus lourd actuel. En sortant de cet électrolyseur, ils récupèrent de l'hydrogène. De l'autre côté, ils récupèrent de la biomasse. Donc, la biomasse, ça va être a priori essentiellement du bois. Ils vont essayer de diversifier ça avec du bois déchets, des déchets agricoles, dans des filières qui sont soit pas structurées, soit déjà en tension, parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'usage de ça. Et tout ce bois-là, ils vont le brûler, et ils vont récupérer du carbone. Ils mélangent tout ça, et ils récupèrent derrière différents types de carburants, du carburant pour l'aviation, comme on le voit, mais c'est pour ça qu'on est ici à Bordeaux aujourd'hui, du carburant pour le trafic maritime, et du nafta. Le projet il attaque, et ce cercle-là, en fait, c'est le cercle. Alors, le rayon a pu un peu varier suivant les moments du projet et comment il sentait la pression, mais grosso modo, là, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'ils nous disent on va aller chercher du bois 200 km autour du lac. 200 km autour du lac, c'est tout ça. Donc, ça englobe Bordeaux. Donc, vous êtes concerné pas juste pour l'aéroport, vous êtes aussi concerné si vous aimez bien vos forêts. Ça englobe toute la forêt de Lens, ça englobe à peu près tout le sud-ouest. Tout ça, évidemment, ça ne tourne pas tout seul, en particulier l'électrolyseur, donc ça consomme, comme ça a été dit, énormément d'électricité. Donc, en termes d'électricité, il faut l'alimenter avec quelque chose qui correspond à la consommation électrique de tout le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, tout la consommation du département. Donc, pour revenir un peu sur comment ça a démarré tout ça, parce que là, ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses. Au tout départ, c'est un pilote industriel à Dunkerque, donc, qui s'est terminé en 2021, qui s'appelle Beautyfuel, et qui a été mené par un consortium d'entreprises, notamment Total. À cette date-là, Élise n'était pas du tout dans le paysage. Il a tourné 10 ans, et en sortie de ça, Total n'était pas très convaincu du résultat, puisque en 2023, devant le Sénat, donc a priori il faisait un peu attention à ce qu'il disait, Patrick Pouyanné, président de Total, a conclu cela marche en labo, cela marche en pilote, mais cela ne marche pas à l'échelle industrielle. Ce n'est pas vraiment un vote de faveur pour le procédé industriel. Là-dessus, Total passe à autre chose, et une PME lyonnaise, créée en 2020, avec zéro expérience ni en hydrogène ni en biomasse, se dit tiens, ça peut être une bonne idée. Ils ont dû sentir qu'il y avait un centre de subvention, on a vu qu'il y avait les réglementations européennes derrière, et que du coup, il y avait peut-être moyen d'aller chercher de l'argent pas trop compliqué, sans trop se couler sur les dossiers. Ils récupèrent ça, et ils lancent le projet ECO. Ils ont depuis lancé un certain nombre de projets, mais à date, à nouveau, il n'y a rien qui tourne. Ils n'ont aucun projet industriel nulle part. Et malgré ça, comme on a pu voir au dernier comité de suivi qu'on a eu avec eux, leur réponse à la plupart des questions et à la plupart des remarques qu'on a faites, c'est « faites-nous confiance ». Ça fait un peu beaucoup. Donc, faites-nous confiance, ok, on va regarder un peu les chiffres. Donc, à nouveau, en recette de cuisine, en entrée, on a 300 000 tonnes de biomasse sèche, ce qui revient à 500 000 tonnes de bois sur pied. Il y a des moments où ils aiment bien jouer dans les médias en disant mais dans ils disent 300 000 tonnes, alors c'est 500 000 tonnes, l'inverse, c'est la même chose. Il y a au moins un tiers de bois forestier, ça c'est ce que eux-mêmes disent. Les deux autres tiers, ils les justifient avec des filiales qui ne sont pas structurées. Donc nous, on dit, a priori, vous allez très vite passer à 3 tiers. Sachant qu'à la base, ils assumaient carrément d'avoir les 2 premières années avec 100% de bois forestier, puis doucement de faire des transitions. Il y a eu suffisamment de monde qui leur a tapé sur les doigts en disant là, c'est vraiment pas sérieux de dire ça. Donc ils ont fini par dire dès le début on va faire 3 tiers, sans expliquer comment, mais à la limite, bon, visiblement, c'est pas trop leur intérêt de savoir comment faire le truc derrière, ils affirment ce qu'on a envie d'affirmer. Consommation électrique, consommation actuelle totale des Pyrénées-Atlantiques, petit lien avec d'autres luttes à droite à gauche, parce que tous ces trucs-là se relient assez souvent, c'est une des raisons qui va nécessiter un raccordement THT jusqu'à la. Donc il y a des lignes au passage qui vont être sympathiques à installer. 2 lois prélevées, puisqu'il faut faire de l'hydrogène. Donc là aussi, 3,6 millions de mètres cubes d'eau prélevée par an, dont 3 millions consommés, donc en gros sur une ville de 60 000 habitants.
Tout ça, c'est pour produire au mieux 1% des besoins de l'aviation française en SAF, du méthanol pour le transport maritime et du naphtha. Donc si l'idée de conversion du trafic aérien c'est éco, il faut en faire 100 en France, donc on multiplie tout ce qui est à gauche par 100. Tout ça, ça coûte 2 milliards d'euros. C'est un chiffre important à retenir parce qu'à la fin, on va voir que c'est un levier intéressant. Moi, personnellement, je suis expert de rien de tout ça. Je ne suis pas expert en hydrogène, je ne suis pas expert en biomasse, tout ça. Par contre, j'aime bien faire un truc qui est, dans certains lieux de moins en moins à la mode, c'est d'écouter un peu les experts. Parce que, mine de rien, il y en a qui étudient tout ça. Donc, si nous, on ne sait pas forcément ce qu'on dit, eux, a priori, on peut se dire qu'ils savent un peu plus. Côté eau, en 2024, à l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui a, pour le coup, qui s'est fendu d'un avis dans les cahiers d'experts, ce n'est pas assez courant de ça, a dit ça. Tout ce que je vais là et les slides suivantes, il y a des articles financiers imprimés pour ceux qui veulent lire un peu plus en détail, et c'est des données qui sont parfaitement disponibles en ligne sur le site de la conservation. Donc ils ont dit que les millions de mètres cubes du projet vont nécessiter des efforts de réduction majorés. Donc si on fait ça, tout le monde d'ailleurs se serre la ceinture. Et la mise en compatibilité de ce projet avec le plan de sobriété nationale sur l'eau interroge. Pas un vote de confiance. Ça c'est l'eau. Côté bois, pareil, Solagro, expert indépendant, mandaté par la CNDP, qui eux aussi savent de quoi ils parlent, a fait son analyse en décembre 2024 et a constaté que le plan était profondément bancal. Ils n'ont pas changé d'avis, il y a des journalistes qui leur ont demandé leur avis il n'y a pas si longtemps, ils sont toujours sur la même ligne. ECO a donné un plan d'approvisionnement qui n'est pas du tout rassurant. Là, j'ai vraiment mis que quelques extraits, mais alors il y a de quoi se faire plaisir dans le rapport, c'est à peu près une critique tout le long. Donc voilà, il n'y a pas aucune projection des impacts du réchauffement climatique, donc les moins 4% par an, c'est pas grave, ils n'en tiennent pas compte. Il n'y a pas de prise en compte des concurrents d'usage, donc tout le bois, ils peuvent le récupérer pour eux. Il n'y a pas de prise en compte des aspects logistiques. Et globalement, voilà, un manque général d'analyse prospective qui ne permet pas du tout de conclure à une disponibilité à court et moyen terme. Donc il faut un projet sur du bois qui n'existe pas. Côté ressources disponibles, comme on l'a dit, IGN affirme, donc là aussi, et sur une base d'expertise plutôt sérieuse, qu'on va baisser de 4% par an, ils n'en tiennent pas compte. Le nématode du pin arrive dans les Landes. Du point de vue de à peu près tout le monde dans le milieu du bois, ça c'est quelque chose de pas du tout rassurant. Donc a priori, même sans aucun projet, même avec juste ce qui se passe actuellement en termes de ressources, on va entrer dans une situation de crise. La forêt des Landes, c'est la plus grande forêt française, ça approvisionne une grosse partie des usages, que ce soit le bois d'œuvre, le papier, tout ça. Donc de toute façon, on est dans une situation où on devrait se dire, là on va entrer en crise, comment on fait pour gérer les besoins actuels? On ne devrait pas se dire, on va rajouter plein de choses parce qu'il y a du bois partout, c'est pas le cas. Et en plus d'éco, on a d'autres projets, donc NAC qui a été mentionné, contre lesquels on lutte aussi, Biochar également, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés ici, mais voilà, il y a beaucoup de projets qui arrivent à la fois, et à ce stade, on ne voit aucune réflexion globale, et beaucoup de projets où on se considère qu'ils peuvent continuer à avancer. Pour finir sur les conflits d'usage, autre pour l'expertise, la FIDNA, c'est la Fédération patronale des industries du bois. À nouveau, je vais reprendre la stratégie, faites-nous confiance, très bien. On a le choix entre faire confiance à une PME lyonnaise qui débarque dans le coin et qui n'a aucune expertise là-dedans, et tous les industriels du bois de la région. La directrice générale, en juillet 2025, donc ça c'est avant les méthodes. Donc à mon avis, son avis après, il n'est pas forcément meilleur. Avant, qui représentait 58 900 emplois, elle dit la ressource disponible d'ici 2036 suffira tout juste à répondre à la demande des entreprises déjà installées. On risque d'avoir des délocalisations, voire des disparitions d'entreprises. En gros, on sera prêt de tout résoudre et ce ne sera pas le cas. Donc là aussi, pour corriger quelque chose qui est un argument très classique de ce genre de projet, et qui forcément en parle au niveau de l'AC, en tout cas au niveau des élus locaux, on dit souvent que c'est pour faire de l'emploi. Alors oui, à Morins, à Paris, ils vont avoir quelques centaines d'emplois. Maintenant, ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Localement, ils vont gagner quelques centaines d'emplois. Au niveau régional, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, ils sont très susceptibles de faire disparaître des milliers d'emplois. Donc à l'échelle de la région, c'est un projet qui est destructeur d'emplois, pas créateur d'emplois. Au niveau de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, on peut espérer qu'il y revienne un peu plus à la raison. Pour l'instant, au niveau du comité de biomasse qu'ils ont eu là-bas, la première réunion du comité de biomasse, ils nous ont indiqué qu'ils visaient un doublement des besoins du département d'ici 2030, donc demain. À date, si on regardait toute la forêt du département, sans prendre en compte le réchauffement climatique, sans prendre en compte l'accessibilité, sans prendre en compte les forêts qu'on doit malgré tout protéger, on est parmi des parcs nationaux et tout, si on prend en compte toute la forêt qui existe,
il y a la marche pour tout récupérer, donc pas de souci. Donc ils évacuent le problème à ce stade un peu vite. Et à nouveau, on a des problématiques de toute façon d'accessibilité. Alors, dans les Landes, c'est un peu plus plat, mais les Pyrénées, un peu moins. Et là aussi, ils visent de se dire qu'on va simplement aller attaquer toutes les forêts possibles. Autre petit lien avec le projet dans le camp, donc Pine Waves, où il y avait un lien à la base. L'objectif, c'était d'aller chercher encore plus de bois, encore plus haut, dans des points encore plus compliqués. Donc, au final, quand on regarde l'image globale, il y a pas mal de ces éléments qui sont connectés. DHT, Pine Waves, Echo, la manière dont Bordeaux cherche à s'éco-blanchir. Oui. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas loin de Bordeaux. Alors en soi, pour le coup, alors ça c'est plus à Libertel, les dirigeables en soi, ça peut être un truc qui est très intéressant. Mais je ne sais pas si la meilleure application des dirigeables, c'est d'aller chercher du bois dans les parcs, dans tout en haut ou dans des forêts inaccessibles, quoi. Il y a des choses plus intéressantes à faire avec. Donc, on a vu tout ça, on se dit, ok, qui est pour? Parce que là, ça fait pas mal de monde contre. On a déjà nos collectifs, donc Forêt Vie Pyrénées. On est 73 assos à travers les Pyrénées-Atlantiques, écologistes, mais pas que, avec aussi des associations scientifiques plus généralistes, avec des associations de riverains, avec des syndicats. On a la CND, on a SNUFEN, on a pas mal d'associations dedans. Beaucoup d'élus locaux, ça je l'ai mis en annexe pour avoir une carte des motions. Donc on a des motions favorables au projet, grosso modo là où il y a les sites, parce que oui, ils pensent un peu à leurs emplois locaux, mais à nouveau, c'est des emplois qui, de toute façon, vu la disponibilité de la ressource en bois, vont être des emplois très temporaires. Ils auraient des emplois quelques années, et derrière, ils auraient une rue industrielle. Donc beaucoup d'élus locaux à travers la Nouvelle-Aquitaine, Solagro, l'industrie du bois, l'agence de l'eau à Garonne, Patrick Pouyanné, qui commence à faire pas mal, la physique au passage, toujours en bon allié à voir de son côté, et les forêts qui n'ont pas vraiment envie d'être rasées. De l'autre côté, on a Élise Énergie. On a à ce stade le gouvernement qui, du coup, a effectivement subventionné ça, et les gestionnaires d'aéroports, pas parce qu'ils en ont besoin pour des raisons opérationnelles, parce que la réglementation européenne telle qu'elle est construite actuellement, c'est-à-dire très mal, les pousse à aller dans un sens où on dit on va mettre plus de ça plutôt que de réduire le trafic, et parce qu'au passage, ça leur permet de faire des éco-blanchiments. Ça leur permet de dire ne vous inquiétez pas, on est en train de travailler à des solutions, tout va bien, continuez à voyager. Donc l'aéroport de Bordeaux, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il est partenaire officiel du projet et il est le client visé pour le carburant, pour le biokérosène des. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, et j'espère en tous les cas, on va voir une question, dans ça il n'y a plus trop de doute sur le fait que ce ne serait pas une super idée de laisser ce projet aller jusqu'au bout. La clé qui est intéressante derrière, parce qu'on ne va pas quand même s'arrêter à se dire c'est pas bien, ce serait de savoir comment on l'arrête. En général, dans les présentations, on s'arrête parfois un peu avant. Moi, ça m'intéresse de voir ensemble comment on stoppe ça. Actuellement, le projet, il en est au stade 15, c'est-à-dire qu'il a déposé ses demandes d'autorisation environnementale le 27 novembre, il recherche du financement, et il vise à boucler ça en 2026 pour débuter la construction en 2026 et un lancement opérationnel en 2030. Donc, il a déjà eu pas mal de retard, donc je peux considérer qu'il y a encore de l'espoir sur le fait qu'on gagne du temps. A priori, il y a 3 angles d'attaque principaux sur un projet comme ça. D'abord le politique, parce qu'à un moment donné, si tout le monde est contre, ils vont avoir des soucis, et que ça doit passer par un certain nombre d'instances pour être autorisé. Le préfet au niveau du département, le préfet de région, ces demandes d'autorisation environnementale, elles peuvent être refusées, ou plus probablement, il peut y avoir des demandes de précision, des demandes de report, des demandes de complémentaires. S'ils ont un plan d'approvisionnement qui est aussi mauvais, à un moment donné, s'ils veulent être un minimum réaliste, il faut quand même le compléter. Mais ça marche jamais tout seul. C'est quelque chose où ça marche quand on leur souligne à quel point il y a un problème, à quel point il y a des conflits d'usage possibles. Donc quand je mets les pressions, ça ne veut pas dire aller toquer à la porte du préfet, mais c'est les pressions à la fois de la société civile, les pressions du milieu professionnel. Quand la FIBNA dit vous allez nous détruire des emplois, le préfet, ça lui parle forcément un minimum. Donc ça, c'est forcément un angle qui est nécessaire et c'est quelque chose où il y a besoin de travailler dessus. On a beaucoup de motions qui sont passées. Espérons, sait-on jamais, qu'effectivement, au niveau de la Gironde, il y a des choses aussi qui bougent là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'angle juridique, parce que déjà, en termes de décarbonation, comme on l'a vu, c'est pas forcément valable. C'est que le calcul même qui est fait, il part du principe d'une forêt qui est saine, il part pas du principe d'une forêt qui est en train de perdre complètement son rôle de puits de carbone. Donc il y a des choses là-dessus où il s'appuie sur des bases qui sont friables. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on va regarder en détail. On a peut-être déjà commencé à faire.
Et le troisième, l'aspect financier. C'est un projet, comme on a dit, à 2 milliards. Pour l'instant, de leur propre aveu, ils ont sécurisé 329 millions. Ça fait 1,7 milliard à trouver. 1,7 milliard, c'est une grosse somme. C'est une somme qui, a priori, devrait... En tout cas, j'imagine qu'au niveau du gouvernement, ils espèrent que ça vienne surtout du privé. Donc ça, il faut qu'ils la trouvent. Donc, à un moment donné, il faut expliquer aux investisseurs que ce n'est pas un bon investissement. Un investisseur de base, il regarde ce qui se passe et il regarde si c'est rentable ou pas. Un investisseur, il se dit, est-ce qu'effectivement, derrière, j'ai un client, est-ce que j'ai l'aéroport de Bordeaux qui est ferme et qui dit, oui, je vous achète ce carburant à la fin. Il se dit, est-ce qu'effectivement, j'ai la ressource et je vais pouvoir faire tourner mon business d'un certain temps. Tout ça, on sait que ce n'est pas le cas. Maintenant, un fonds de pension à l'autre côté de l'Europe, ça ne rend pas forcément compte au démarrage. Donc c'est à nous tous collectivement de trouver les leviers pour que ça, quand ils évaluent leur investissement et qu'ils font un peu comme tout le monde, ils regardent sur Internet ce qu'ils peuvent trouver sur le projet, ils regardent les éléments et ils se disent est-ce que ça passe ou pas, on leur montre que ce projet-là, c'est pas une bonne pioche. Voilà, donc Bordeaux Aéroport, c'est une cible pour ça. Là, on a fait cette campagne en ligne qui continue, donc là, il faut continuer à les interpeller en ligne. On est allé aujourd'hui à l'aéroport pour leur demander un rendez-vous. L'aéroport de Bordeaux, il est particulier aussi parce qu'il se positionne en fer de lance d'aéroport en transition qui vise à devenir très écologique. Là, ce qu'il est en réalité, c'est un fer de lance de l'éco-blanchiment. Donc il fait exactement l'inverse. Donc là, il faut qu'on leur montre que jouer cette carte-là, c'est une carte qui n'est pas bonne pour leur image. C'est pas quelque chose qui va leur permettre de dire regardez, tout va bien. C'est quelque chose qui va être très très mauvais pour leur image. Et à partir du moment où justement c'est pas une problématique opérationnelle, si c'est mauvais pour leur image, ils vont choisir autre chose. Là, ils ont choisi le pire du pire. Le biokérosène à base de forêt, c'est difficile de trouver pire, quoi. Les autres peuvent avoir des soucis. On a parlé des ISAF, ça peut consommer beaucoup d'énergie. On a parlé des usagers, il y a des moments où il y a des problématiques, des doutes sur est-ce que c'est pas de l'huile de palme, etc. Donc il y a pas mal de soucis. Mais du biokérosène à base de forêt, là on est vraiment sur le bas du panier, quoi. Donc ça, il faut clairement leur faire comprendre qu'ils doivent s'en sortir maintenant. Ils nous ont déjà fait une réponse en ligne qui consiste plus ou moins à dire on regarde tout pour évaluer plus tard. Les dossiers les demandes d'autorisation environnementale ont été déposées, tous les éléments sont là, ils n'ont pas besoin de regarder plus tard, ils ont ce qu'il faut comme élément pour juger que ce n'est pas le bon projet sortir. Voilà, et j'avais une dernière, mais c'était plus l'annexe, c'est pour montrer un petit peu tous ceux qui ont déjà voté des motions contre, donc tout le Pays Basque, bravo. La communauté Cœur et pas mal de communes un peu partout. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des leviers.